Nous sommes au début des années 70, dans les rues de Roubaix, dans le nord de la France. Un homme, d'origine africaine, traverse la foule qui est venue le saluer. Une foule belge en majorité, qui lui prête des pouvoirs de guérisseur à la limite de la magie. Et qui ont fait de ce Mamadou un phénomène que même la télévision flamande est venue ce jour-là rencontrer. Vorige zondag te Roubaix gold alle belangstelling deze man, Mamadou. Hij is een 66-jarige Senegalees die sedert 1946 de chiropractie beoefent, of het kraken, een alternatieve medische behandeling zeg maar. Courage et confiance. Merci, merci. Courage et confiance. Courage et confiance. Bonjour, petit. Ah, tu es là, toi? Je suis là. Ah, la bonne. C'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Viens là. Et maman. Ah, tiens. Monsieur, il est venu sur une ambulance. C'est exact. Il est venu sur une ambulance. Eh bien, il va vous l'expliquer après. Couché par terre. Une seconde après, il marche. Là, voilà. C'est-à-dire, je suis venu en ambulance de Courtrai. Vlaams. 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 Vlaams, ja. Dus ik ben met Rode Eh Kruiswagen. bien, j'ai été amené ici en ambulance de la Croix-Rouge de Courtrai. Je ne pouvais plus bouger du tout. On m'a transporté dans le cabinet de Mamadou et je suis ressorti, comme vous me voyez ici. Depuis, je joue au tennis, tout est parfait. Ces images réveillent une histoire oubliée. Pour la raconter, deux jeunes femmes ont décidé de partir sur les traces de Mamadou pour retrouver sa mémoire, qui est un peu la leur. Patricia et Marie-Lise sont les enfants naturels du guérisseur africain. Elles n'ont pourtant jamais connu leur père. Leur enquête commence dans un petit village des Flandres, où vit toujours celui qui était probablement le meilleur ami de Mamadou. Bonjour. Bonjour. Achille. Marie-Lise. Oui. Oh là là, Patricia. Achille de Voigt vit désormais seul avec son fils, devenu en vieillissant, lourdement handicapé. C'est pour le soigner qu'il avait commencé, dans les années 70, à fréquenter Mamadou, dont le talent de guérisseur était déjà célèbre parmi la population flamande. L'histoire s'est commencée avec Koen. Bonjour. Enchanté. Le moment. D'accord. Bonjour. Enchanté. Marie-Lise. Marie-Lise et Patricia. Ouais. Koen. Racht. Il y a un bien docteur. Oui. Non, laisse. Prends les pieds. Levez, levez. Des Pères, des Fils, Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien. Dat is waar. Koppracht. Boven zegt. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Koppracht. Il n'a rien. Mamadou, c'est notre papa. Le Koen. Toi, tu es cool, oui. On te connaissait bien. Oui, il est venu pour te voir. Kom hier zitten. Oui, il disait toujours, Koen, Viens. kom hier. Comme hier, il disait Comme ça, hier. Mamadou. Viens ici, il disait toujours. Tu te rappelles bien de Mamadou, Koun? Tu t'en rappelles? Il était gentil avec toi. Après ses premières séances chez Mamadou, Koen s'est enfin mis à marcher. Jusqu'à la mort de Mamadou, son état physique était presque normal, selon Achille. Alors, pour le remercier d'avoir aidé son fils, Achille est venu travailler avec le guérisseur chaque week-end dans sa petite maison roubaisienne. Il était son secrétaire, son traducteur, car une bonne partie de ses visiteurs étaient flamands. Achille, ancien professeur, avait une passion pour les caméras. Il réalisait des vidéos pour les organisations de sa région. Alors, désormais, il suivait Mamadou avec sa Super 8.
des dizaines d'heures de films attendaient dans son placard. Comme titre de remerciement, moi je disais on ne paye jamais. Alors, si Mamadou, tu es d'accord, je vais t'aider. Je vais faire la comptabilité, je vais t'aider. Tout ce que tu demandes, je vais le faire. Je voyais aussi que Mamadou était un peu fier de moi parce que je lui respecte comme maître, toujours. C'est Mamadou qui me dit ce que je dois faire. Achille avait archivé toute la vie de Mamadou. Pendant des heures, il a pu raconter tout ce qu'il savait de ce père inconnu. Sa naissance au Sénégal en 1909, sa carrière comme matelot de la marine marchande, commencée à l'âge de 12 ans. À l'âge de 21 ans, il arrive à Roubaix. Il ne parle pas français. Il est un des rares Africains dans une ville industrielle, riche et blanche. Chaque document raconte une autre facette, une nouvelle histoire de Mamadou. D'accord, donc c'est quand il quitte le navire, là, en 1930. Donc il est resté 10 ans sur le bateau, 1920-1930. Ça, c'est un autre maritime. Monsieur Mamadou Ndiaye est entré dans la résistance en 1941 et a appartenu à la résistance jusqu'en 1944. Donc il est parti un moment, il devait partir pour Buchenwald et on dit qu'il s'est échappé. Comment ça s'est passé en fait? Et on l'a mis dans un train. Hein. Il devait être fusillé devant un peloton à Roubaix. Voilà. Alors moi j'avais une question, si on pouvait revenir, tu sais, à la maison, tu sais, quand je suis allée le voir la seule fois de ma vie, là. Oui. Donc j'arrive dans ce couloir, donc il m'ouvre la porte déjà, je lui ai dit, je suis votre fille. Il m'a dit, non, je n'ai pas de fille, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai toujours su par ma mère que c'était mon père, quoi. Donc j'ai insisté, je dis, si, moi je suis votre fille, je suis la fille, donc j'ai dit le nom de ma mère. Pourquoi elle n'a pas été à l'écoute de sa fille qui est venue vers lui qui n'avait pas d'enfant finalement avec sa femme? Oui, c'est ça. D'après toi, tu aurais une réponse, toi qui l'as connu en fait? Il y a quelque chose que moi je me demande, tu vois. Il voulait avoir des enfants. Ça, c'est sûr. C'est difficile à entendre, ça aussi. Il voulait l'avoir. Oui, mais... Parce que Alice, quand ils sont mariés, c'est Alice... sa femme, elle est guérie par Mamadou. Mais ça, il m'a toujours dit, je ne pouvais pas avoir des enfants avec toi parce que je sais que tu vas être paralysé complètement. C'était sûrement son grand amour, mais il manquait quelque chose. Physiquement, tu veux dire physiquement. Aussi? Il n'osait pas avoir des relations avec elle, peut-être. Alors, aussi. Avoir des enfants sur une autre place, quand Alice vivait, il ne va jamais le dire à elle, ni à personne. Mais j'étais... Mais oui, forcément, toi, étonné. Oui, parce tu que croyais pas. Toi. Jamais il en m'a parlé des enfants. Jamais. Il a eu des enfants, non. Non. À Roubaix, c'est ici que commence l'histoire de Mamadou, sur un ring de boxe. C'est lors d'une escale à Rio de Janeiro que le matelot gagne son premier combat. Lorsqu'il s'installe en France, le boxeur nègre, comme on l'appelle, devient vite connu des salles de boxe des deux côtés de la frontière. Près de 300 combats qui le firent voyager jusqu'en Australie et fonder, en 1941, le Boxing Club Colonial de Roubaix. Le club existe toujours, même si le mot « colonial »
a disparu de son nom. Mamadou fut ici entraîneur jusque dans les dernières années de sa vie. Et à l'époque, ils n'avaient pas des protèges-visage. Ils se battaient comme ça, non? Oui, non. Ça n'existait pas du temps de notre père, les protèges-visage comme ça. Si? Ah oui, à l'entraînement. D'accord. Voilà. Je vais te présenter quelque chose. C'est la fille de M. Mamadou. Avec ma sœur. C'est la fille aussi. On est les deux filles, oui. Enchanté, monsieur. C'est les deux. Vous avez l'air étonné aussi. Enchanté. Les deux filles de Mamadou. Oui. Malheureux, vous n'êtes pas venu. Non. Ouais. C'est malheureux. Lui, il l'a connu. Oui, c'est ce que lui, il l'a connu. Il vous a entraîné aussi? Il vous a entraîné aussi? Il ne m'a pas entraîné, mais il est venu moi. Quand je passe dans le quartier, je lui dis bonjour et tout. Il me donne des sous. Pourquoi? Comme ça. Il me dit, tiens mon garçon, tu vas boire un verre. Il met sa main dans sa poche. Il me donne tout ce qu'il y a dans sa poche, il me le donne. Sans voir, sans regarder. Comme ça? Comme ça. Et alors, je l'ai vu, une femme ça fait 20 ans qu'elle n'a pas levé sa main comme ça. 20 ans. Les médecins, il a déclaré elle ne peut pas guérir. 5 minutes, elle faisait ça. Oh. Il l'a manipulée, il a dit maintenant tu peux boxer. Et lui a dit à tout le monde, hein, vieux, jeune, femme, homme, allez, tu vas boxer maintenant, quand il l'a soigné. Écarte les âmes. Des pères, des fils, Saint-Esprit. Amen. Première vertèbre, madame. Ja. Oui, kop draaien. Links, rechts et tu peux boxer. C'est lors d'un combat de boxe que Mamadou a une révélation. Un jour, il blesse son adversaire qui perdra la vue. Mes mains, se dit-il, ne doivent plus servir à blesser, mais à soigner mes prochains. C'était bien intégré. Ah oui, oui. Oui, sa vie, c'était ici. Non, t'es vraiment intégré. Je vous dis, c'est un monsieur. Il est plus connu que le maire de Roubaix, il est plus connu. Même en Belgique, quand on va en Belgique, on va boxer en Belgique, la douane, il voit arriver de loin, pourtant on va avec une douanier. Quand il dit Mamadou, ils ouvrent la barrière, passez. Il crie Mamadou à 50 mètres avant d'arriver. Il sort sa tête de la fenêtre, il dit Mamadou, et il passe. Pas besoin de donner les papiers. Ah non, pas besoin, non. Elle est connue, très connue. Mais vous étiez où? Moi, j'étais juste à côté. Je suis née à Roubaix, à la maternité de Roubaix. Ma mère, et moi, je suis née à Lille. Et vous, mais on ne se connaissait pas, puisque... Non, nous, on ne se connaissait pas. Mais après, moi, je... Mais vos mamans, ils vous ont pas parlé de lui? Mais si, justement, c'est pour ça. Que quand on a vu l'article et qu'on a vu qu'il n'y avait pas de descendance, on a toutes les deux appelé. Mais Mamadou, il nous a plus ou moins cachés aussi. Ah oui, voilà. Il ne vous a pas... Il ne nous a pas reconnus, en fait, c'est ça. On existait, mais on n'a pas existé pour lui. Donc c'était un petit peu... Voilà. C'est quand même une histoire. C'est sûr. C'est une histoire. Cette histoire, pour Marie-Lise et Patricia, a débuté par une drôle de découverte dans une brocante de la région lilloise. Au milieu des peluches, au milieu des bibelots, un collectionneur qui passait par là remarque un drôle de vitrail coloré. Il est question de Mamadou, il est question d'une marquise. Le mystère peut commencer.
Au musée de Roubaix, on comprend qu'il s'agit d'une pièce exceptionnelle. Mais les archives du musée ne permettent pas de percer le secret du vitrail. La presse locale, puis toute la presse française, cherche à comprendre qui était Mamadou. C'est en lisant ces articles que les deux filles du guérisseur découvrent qu'il s'agit de leur père, décédé il y a plus de 30 ans. Lorsque le musée expose le vitrail, elles vont se rencontrer pour la première fois. Je me souviens d'avoir dit je pense que vous êtes ma sœur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ce qui est dingue quand même, c'est qu'on ait vécu l'une l'autre côte à côte. 4 km. Moi j'habitais nouveau, toi, Roubaix. C'est dingue. Oui, à mon avis, on a dû se croiser un jour ou l'autre sans savoir qu'on était sœurs. Alors toi, tu avais des liens quand tu étais petite avec Mamadou, tu l'as vu toi plusieurs fois? Donc, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, quand j'étais petite. Donc je savais qui était mon père. Par contre, c'est vrai que je n'avais jamais ressenti l'envie, avec un grand E, d'aller vers lui et de... Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui m'avait abandonnée. Moi, vraiment, j'allais à sa... Il m'a manqué, en fait. J'avais besoin de lui. Et je me sentais aussi, je veux dire, dans ma négritude, extrêmement seule. Toi, tu es née après, hein, c'était une autre époque, mais moi, dans ma négritude, je me sentais très seule, en fait. Personne dans ma famille ne pouvait me parler de l'Afrique ou de pourquoi j'étais différente. J'avais l'impression qu'on avait aussi zappé ma naissance. Je connaissais que la partie du côté de ma mère. Et à part mes enfants, j'ai plus de famille. Donc c'est vrai que toi, c'est vraiment... voilà, je me dis, oh là là, j'ai une sœur de sang, quoi. C'est énorme, énorme. C'est du côté de mon père, en plus. Dans les années 60 et 70, chaque week-end, le quartier de Mamadou était pris d'assaut par les malades venus de Belgique. En Flandre, la chiropraxie n'existait pas. Il fallait donc franchir la frontière, comme on va en pèlerinage, pour espérer une guérison miraculeuse. Achille est toujours en contact avec certains de ses patients. Quelle impression avais-tu en voyant la maison de Mamadou de l'extérieur? Tu peux encore te l'imaginer, cette maison? Oui, je peux encore me l'imaginer. Ce n'était pas une grande maison. Et il y avait toujours beaucoup de voitures. J'étais obligée de chercher pour pouvoir me garer. Je m'en souviens. Et la porte était toujours ouverte. Il y avait du monde même dans le couloir. Certains samedis, je me souviens qu'il traitait quelques 120 personnes. Oh oui, sans doute. Et souvent, ayant du mal à se concentrer à cause de tout ce beau monde autour de lui, il interpellait les gens pour qu'ils arrêtent de se parler. Et il criait « Silence !» Et puis je trouvais qu'en sortant de chez Mamadou, j'avais de l'énergie. Je trouvais cela troublant, parce que dès que j'arrivais chez moi, j'étais toujours capable de faire beaucoup plus. Je ressentais comme une espèce de renaissance. Tu avais été chez lui, cela t'avait fait du bien, tu te sentais mieux, et tu avais un nouveau potentiel d'énergie pour continuer. C'était un don qu'il avait, être en mesure de définir précisément où était la cause de la souffrance. Il était connu par le bouche à oreille. Il est évident que ce qu'il faisait, ce n'était pas des fables. Il suffisait de voir les chaises roulantes et les béquilles laissées sur place par des malades qui n'en avaient plus besoin. Oui, des personnes qui arrivaient avec des béquilles et qui repartaient sans. Je l'ai vu, c'est vrai. 5 jaar gedragen, 2 maal geopereerd en door Mamadou genezen. Voilà. Opéré 2 fois. Je le guéris quand même. Et il travaille pour sa famille. Avant de soigner quelqu'un, on doit prier le bon Dieu, parce que si on a ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Il faut
demande la grâce du ciel pour guérir le plus possible. Et moi, je veux guérir du monde. Pour bien faire voir la médecine, que ce n'est pas le diplôme qui guérit. Moi, j'ai la preuve. Mamadou est né musulman au Sénégal. Il devient catholique pour épouser Alice, une employée de banque de Roubaix, une de ses patientes. L'Église se passionne pour le guérisseur. On organise des messes pour le célébrer. On l'invite à Lourdes. Les religieuses de la ville créent des chansons en son honneur. À tous. Bon appétit à tous. Soyez remerciés, qu'un jour tous les docteurs ouvrent leurs yeux fermés. Vive Mamadou, ce noir de chez nous, qui soulage et guérit partout chez lui. Vive Mamadou est presque béatifié par les fidèles catholiques, français et belges. En Flandre, le maire de Dentergem possède même sur sa commune une chapelle qui lui est dédiée. Une chapelle financée par une famille de la noblesse locale, la famille de Wesker, dont la marquise a été soignée par le guérisseur. Ça, c'est la chapelle de Banneux. Et ici, il y a une plaque que cette chapelle a été érigée par la famille de Wesker par remerciement pour une guérison remarquable dédiée à la Sainte Vierge de Banneux. D'après moi, ça, c'est la raison qu'elle a une certaine gratitude envers Mamadou. Et ça, c'est la raison pour laquelle elle a voulu notifier cette gratitude. 10 ans après, il y avait une activité de commémoration à l'occasion de 10 ans de cette chapelle en présence de l'évêque de Bruges. Et le médecin Mamadou était aussi à Dentergem, donc dans l'année 58. En 1975, Achille de Voist et Mamadou Ndiaye organisent un voyage au Sénégal pour retrouver les racines du guérisseur. Mamadou soigne un passager dans l'avion avant de retrouver ses proches et les lieux où il a vécu enfant. Je suis venu au monde aux côtés de cet arbre. Le 26 octobre 1909, c'était 6 heures du matin quand je suis venu au monde. Un gros arbre qui s'appelle, l'arbre il s'appelle Guy Djangor, un grand arbre, très grand. À chaque étape, les mêmes scènes. Il manipule ceux qui souffrent devant lui.
Avant qu'il ne quitte le Sénégal et s'embarque sur un bateau à 12 ans, sa mère lui avait confié qu'il avait un don. Le jeune adolescent savait déjà soigner avec ses mains. Une pratique alors répandue en Afrique de l'Ouest. Mais c'est en arrivant en France que Mamadou apprend à manipuler les vertèbres. Dans un train, il rencontre Victor Pochet, un Amiénois, le plus célèbre chirurgien du début du XXe siècle. Mamadou apprend l'anatomie dans son livre. Les deux hommes débutent une relation qui permettra au chiropracteur de nourrir sa pratique des connaissances scientifiques de l'époque. Oui. Il ne reste plus grand-chose du Roubaix de Mamadou. Entrez. Il habitait le quartier du Pile. Bonjour, madame. Près de 40 ans plus tard, seuls les plus anciens se souviennent encore de lui. Oui. Ça va? Ça fait plaisir de vous rencontrer. Moi de même, moi de même. J'ai connu votre père, oui. Monsieur Mamadou, un grand guérisseur de Roubaix. C'est un grand homme. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il y a encore d'autres personnes de cette époque-là, en fait, qui... Non, c'est tous des nouveaux venus, là. On les connaît même pas. Et des personnes qui ont connu Mamadou, en fait, à part vous, dans le coin, enfin, il y en a quand même quelques-unes. Non, ils sont plus, ils sont tous partis, là. Ils sont tous partis. Oui. Toute la génération, là. Oui, oui, c'est ça, quoi. Oui. Et il y a toujours eu un marché... Ah oui, il a toujours existé, oui. D'accord. C'est le marché du Pile, ils appellent ça. Ça, c'est la place Carnot, mais ils appellent là... Le marché du Pile. Le marché du Pile. Parce que là, la rue du Pile, elle est là. D'accord. Donc avant, c'était quand même un quartier hyper vivant. Ah oui, hyper vivant, parce oui. Que là, comment c'est devenu. Ah bah oui. Vous avez vu un peu la dégradation. On a vu la différence depuis que... C'est depuis que les usines, elles ont fermé. Oui. C'est la génération qui habitait là, n'a pas été... Les enfants sont partis, quoi. Voilà, sont partis, oui. Là, c'était un café qui a fermé. D'accord. Je suis venue il y a très longtemps ici pour connaître mon père. Ah oui. Et je suis venue taper au numéro 22 à la porte. À la porte. Et il m'avait ouvert. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu mon père, en fait. Oui. Ça fait... Ouais. Il a vécu là avec sa femme longtemps, quoi. Petite maison. On essaie. Peut-être personne assis. Bonjour madame. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. En fait, on est les filles de Mamadou Ndiaye, qui a vécu ici à un moment. Et on voulait juste, avoir... Bon, pas rentrer, on va pas vous déranger, mais c'était juste, en fait, savoir depuis quand vous êtes là. Et... Ça fait 1 an et demi qu'on est là. 1 an et demi. D'accord. Et quelles sont vos impressions dans la maison? Vous êtes bien? D'accord. Vous avez entendu parler de notre père? Non. Non? Vous savez que c'était un guérisseur à Roubaix? Non. Écoutez, c'était un... Ouais. Le monsieur a connu aussi, c'était une ancienne génération, mais c'était quelqu'un qui guérissait avec ses mains, en fait. Et il vivait ici. Merci. Danke.
Dank. Voilà. Merci. Vlaams. Ja, Vlaams. Ja, bonjour, madame. Mademoiselle. Ça va? Je vois un monsieur qui nous interpelle. Bonjour monsieur, vous écoutez, vous avez connu notre père? Moi, je ne cours pas moi, mais ma patronne, elle a été soignée par lui. Ah ben voilà. Et qu'est-ce qui lui était arrivé en fait? C'était beaucoup le dos. Le dos? Elle avait des problèmes de dos. Et elle allait le voir souvent du coup? Lui allait voir parce qu'il la connaissait. Il la connaissait très bien cette femme. D'accord. Donc votre papa, il allait là-bas, à son magasin, le laver. D'accord. Numéro 8 à l'époque. Et il restait donc avec cette dame sur place pour la soigner, c'est Voilà, ça? exactement. D'accord. Ouais. D'accord. Ah, il rigole aussi, mais je savais que c'était ça. Est-ce qu'elle a des enfants, Madame de Houde? Mais j'ai failli lui poser la question, à tel point je voulais pas faire ça devant la caméra, j'ai envie de le suivre là. Mais j'ai envie de le suivre, lui dire, elle a pas eu un enfant, maman, qui était un peu de couleur ou... Tu vois? Non, Bah, mais attends. il l'aurait dit, Peut-être si elle avait pas. des enfants Bah, noirs. attends, quand même, il venait la manipuler chez elle. Elle aurait très bien pu aller à sa maison. Ah bah, c'est clair. On ne sait pas si Mamadou eut d'autres enfants. Mais grâce à ses deux sœurs, nées de ses patientes, on sait aujourd'hui qu'il a eu de nombreux petits-enfants. Deux familles qui ne s'étaient jamais rencontrées et qui apprennent à se connaître. Mais vous en avez peut-être encore plein, hein, des dizaines. Oui, c'est ça. Au Sénégal, vous en avez peut-être plein. Vous pensez qu'il y a d'autres enfants? On disait qu'au pile, il y en avait pas mal. Au pile, carrément. Au pile. Moi, j'ai entendu. Oui, ma mère aussi, elle me disait ça. Mais moi, au début, je pensais que c'était les enfants qu'il avait eu avec sa femme. Mais il n'avait jamais eu d'enfants avec sa femme. Ah non, jamais eu d'enfants avec sa femme. Ouais. En tout cas, il y a un truc, quand j'avais vu les photos dans la chambre d'Angèle quand j'étais allé bricoler une étagère il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Ah ouais, t'as ça. Et j'avais vu la photo et donc je t'avais demandé si c'était ton père. Et tu m'avais dit, donc tu m'avais expliqué très rapidement. Oui, c'était mon père. Je dis, ouais, c'était qui? C'était où? C'était à Roubaix, c'est quelqu'un de très connu, mais voilà. Et après, t'es vite passé, quoi. Et non, t'avais pas voulu t'attarder, quoi. C'était assez bizarre. On avait parlé avec Thomas après aussi. Ouais. C'était quelque chose aussi, t'avais essayé d'en parler avec ta mère et c'était blackout. Ouais. Après, peut-être que oui, j'en ai pas trop parlé avec mes enfants. Pas du tout. Pas du tout, je pense que... Enfin, je suis pas d'accord avec toi non plus. Pas du tout, parce que tu savais qui il était. Oui, mais plus à travers les articles de journaux, justement, que j'avais retrouvé moi dans la chambre de Félix. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu mes réponses, entre guillemets, en lisant les articles. Et parce que j'avais aussi connu un peu mamie, donc elle m'en avait aussi un peu parlé. Mais moi, je sais que j'osais pas du tout t'en parler parce que je savais pas trop ton ressenti par rapport à lui et par rapport à tout ça. Nous, on n'avait aucune source. Avant le vitrail, c'était vraiment rien de chez rien. Et du coup, on pouvait même pas chercher quelque part, quoi, je veux dire. Et toi, ta mère avait des photos ou quoi? Oui, elle avait des coupures de journaux qu'elle gardait à chaque fois qu'il y avait quelque chose par rapport à Mamadou. Et puis, il lui écrivait aussi. Il lui écrivait des cartes postales. Ah, il écrivait des cartes postales. Ouais. Quand il allait à Lourdes. Ta mère, elle a eu des... Alors là, c'est toutes les coupures de journaux. Carrément... Ma mère, elle mettait les dates. Là, par exemple, c'est juillet 69. La greffière du tribunal. Mis à la grotte pour toi et maman, à bientôt, Mamadou. Donc il a mis un cierge, il a mis un... C'est pour ça que tu voulais aller à Lourdes. Oui, c'est pour ça que je voulais aller à Lourdes. Il a mis un cierge pour ma mère. Je prie pour nous deux, bon baiser. Pour maman aussi, je sais pas, un truc comme ça. Bien arrivé au Sénégal. Alors là, je sais pas si c'est Mamadou, c'est quelqu'un d'autre. Avant la mademoiselle c'est un tuyau. C'est la femme de Mamadou, en fait. Elle est super belle, celle-là. Ça c'est Randy, en fait. Mamadou. Là, c'est Mamadou quand il était jeune. 27 ans. Magnifique, c'est Randy et Johnny, en fait. C'est carrément le même. Et alors... Ah, c'est fou, hein. Là, c'est vraiment... Mais non, là, c'est regarde. avec les jeunes de la boxe. Fais voir. C'était tous les jeunes de la boxe. Les jeunes de la boxe, ouais. Ah, mais il y a peut-être le gars qui nous a reçus, là, au club de boxe. Ça, c'est marrant, c'est des photos comme ça, quand même. On voit discuter avec les gens. Ouais, ça fait vraiment fan. Ah ouais, on dirait que celle-là, elle est incroyable. Ouais, c'est la star. On a très bien vu. Là, pareil, cette photo, on reçoit chez lui.
Des articles de journaux, des photos, des souvenirs oubliés qui créent une famille et qui racontent la célébrité de ce père ou de ce grand-père inconnu. Une célébrité qui lui permet de laisser cette trace, mais qui raconte aussi une autre histoire, conservée dans les archives départementales du Nord. Le Sénégalais n'a aucun diplôme et sa spécialité, la chiropraxie, n'a aucune existence administrative. Au sommet de sa gloire, Mamadou a rendez-vous avec les tribunaux. C'est cet article qui a provoqué la colère des médecins qui ont déposé plainte. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en me disant qu'il doit y avoir des jugements qui ont suivi cet article. Et effectivement, les journaux ont dit que c'est cet article qui a provoqué les poursuites pour exercice illégal de la médecine. D'accord, donc ça, cet article, il date de quelle année? De mai 1954. D'accord. Le juge d'instruction prend l'affaire au sérieux. À Roubaix, c'est devenu la coqueluche. Mamadou, les gens viennent chez lui avant d'aller chez le médecin. Et ça devient très gênant. Donc le juge d'instruction, il va interroger 36 médecins. Donc il fait son boulot, il fait un boulot approfondi. Et il se rend compte que la moitié des médecins interrogés envoient les malades dont ils ne savent plus quoi faire chez Mamadou. Alors la justice va dire, écoutez, oui, vous faites de l'exercice illégal de la médecine, mais vous êtes un brave type. Et il est relaxé sur le fait qu'il n'a pas d'intention délictuelle. Et ça va le sauver pendant une douzaine d'années. La chiropraxie, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Si on ne connaît pas la façon de mettre les vertèbres à plat, c'est très, très dangereux. Alors pas tout le monde sait le faire? Non. Il y a des docteurs qui veulent le faire, mais ils ne connaissent pas, qui sont tirés, qui tirent même, qu'ils ne veulent plus le faire. Il y a des chiropracteurs qui l'ont fait, qui continuent de le faire, mais ils ne connaissent rien du tout. Ils sont là que pour gagner l'argent, mais pas pour guérir. On ne peut pas aller voir un chiropracteur pendant un an sans être guéri, ça n'a pas la peine de tourner. Est-ce que vous savez guérir tout? Tout ce qui vient de vertèbres, c'est le guérir. Mais ça ne sait pas guérir le cancer. Ça ne guérit pas la tuberculose. Entre 1957 et 1967, il y a une nouvelle profession qui va s'organiser. C'est la profession des ostéopathes et des chiropracteurs. Et qui va être reconnue par la loi. Et qui est une profession ouverte aux seuls médecins. Donc c'est cet ordre qui va attaquer Mamadou sur la base non pas de l'exercice global de la médecine, mais d'une spécialité. Et là, le président du tribunal va être très sévère, doublement, parce que premièrement, il y a une manifestation qui s'organise quand il y a le procès. Il y a 300 personnes qui viennent au tribunal pour soutenir Mamadou. Il y a 21 témoins qui viennent pour le soutenir et dire au tribunal tous les bienfaits qu'ils ont eus de Mamadou. Alors le président, à un moment donné, se fâche. Et le procureur encore plus, il traite Mamadou de sorcier. Et comme il y a un médecin et un prêtre qui viennent de témoigner, ces gens-là se rebiffent. Le président du tribunal fait sortir, expulse tout le monde. Et à la fin du compte, il va rendre un jugement très sévère, puisque Mamadou est condamné à fermer son cabinet, il est condamné à une amende, il est condamné à des dommages et intérêts pour l'ordre des ostéopathes. Et même, on va saisir sa table de travail. André Diligent fait appel le jour même pour éviter la saisie, pour éviter la fermeture. André Diligent et cet avocat, qui est devenu maire de Roubaix par la suite, s'est pris de passion parce que, pour des raisons personnelles, il avait une confiance relative dans la médecine officielle. Et en cours d'appel, eh bien, il va se trouver devant un magistrat beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clément, beaucoup plus, d'ailleurs, gêné, parce qu'il a été soigné par Mamadou. Et ça se termine par une condamnation extrêmement légère. Ce qu'il faut savoir, que l'exercice illégal de la médecine, c'est punissable de 2 ans de prison. Et à l'époque, de 100 000 francs d'amende. Aujourd'hui, c'est 30 000 €.
Et toujours les 2 ans de prison. Donc c'est quand même pas des petites infractions. C'est quelque chose, à chaque fois, il risquait sa liberté, monsieur Mamadou. On voulait me punir en disant que dites que les vertèbres se déplacent pas. J'ai dit non, monsieur, je ne le dirai pas. Couper ma tête, ma langue, il sortirait, il dirait encore les vertèbres se déplacent. Devant le tribunal, vous avez fait quelque chose avec un mouton. Avec un mouton, des quartiers à mouton, craqués en 4 parties. Il n'y a aucun docteur qui peut le faire marcher. Moi, je le fais marcher. On est en 1972, nouvelle enquête, et il repasse devant le tribunal correctionnel quelques jours après le décès de son épouse. Et la greffière vient le voir. La greffière vient le voir devant le tribunal. Elle dit, mais vous savez, monsieur Mamadou, moi aussi je souffre. Il la voit, il la regarde, et il se rend compte qu'elle dit, oui, je souffre du dos, je souffre terriblement. Et il va la manipuler devant le tribunal, il va la guérir instantanément. Et donc, non seulement l'avocat a montré que 54 000 personnes soignées et guéries par Mamadou, c'était un argument suffisant pour lui faire éviter la punition, mais aussi que toute personne qui venait à lui, eh bien, il tenait compte de sa douleur pour la soulager. La leçon de tout ça, c'est qu'à chaque procès, il y avait des articles dans les journaux et ça lui faisait une publicité extraordinaire. Donc à partir de là, la justice a compris qu'elle agissait contre l'esprit de la loi et va le laisser tranquille jusqu'à son décès. On les tire la nuit, la nuit, et le fusil à lunettes. Et voilà. Bon, t'as fini? Voilà, c'est tout. Non, mais je te demande. J'ai soif. T'as beau dire, ils sont bien nourris, hein. Ils sont bien nourris. Je m'en fous, c'est ceux que tu tues que j'ai pas d'eux. Mais je les connais pas, moi. Le docteur Lecru était un de ces médecins qui envoyait ses patients chez Mamadou, notamment Annick, une ancienne catcheuse. Tous 2 retraités, ils se souviennent parfaitement du climat de l'époque. Oui, moi je l'ai connu vers les années 60, dans les 68, 73, 74. Moi, je l'ai connu avant parce que je suis habité aux 3 Ponts. Aux 3 Ponts, c'est à côté du Pile, à côté de la place du Pile. Et donc, moi, je l'ai connu en étant encore avec mes parents, quoi. Hein. Lorsque, moi comme les autres, on va y arriver quelqu'un pour une histoire d'épaule ou de genou, hein, on lui donnait un traitement, ça marchait pas, on lui en donnait un autre, ça marchait pas mieux. Bah ouais. Le patient nous disait, et si j'allais voir Mamadou? Ah bah oui, tu peux essayer. Bah ouais. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Et alors, bon, au départ, on ne donnait pas de papier. Au départ, on ne donnait pas de papier, mais on a donné les papiers dans un deuxième temps, lorsqu'il nous l'avait demandé, mais ne précisant pas que le papier était destiné à lui. Parce qu'on pouvait très bien le donner au patient pour aller voir un médecin, et que lui, il allait voir Mamadou avec ce papier. Donc c'était un petit peu jésuite, mais on n'était pas punissable et on n'emmerdait personne. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père. Il n'y a rien de parti, monsieur. Tu peux continuer de travailler. Rien. Vite. Rien. 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 Tu peux continuer de travailler. Qu'on le veuille ou non, c'était pas un notable, mais c'était une curiosité municipale. Mais il ne donnait pas priorité à ces gens de la haute. Le petit malheureux le recevait comme un autre. Hein, et quelle que soit sa nationalité, c'était un homme exceptionnel. Et compétent. Et compétent. Monsieur, la télévision, là, voilà. Si le docteur est capable de faire la même, qu'ils font la même chose. Il y aura moins de malades, mais ils ne le font pas. Voilà. Ce que tu oublies de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de docteurs qui allaient le voir aussi. Hein. Ah oui, oui. Ah, mais il était très discret en ce qui concerne... Et il les prenait du dimanche exprès pour pas tomber sur les gens, vous savez, la semaine, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dit bah, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire le docteur là? Tandis que là, il les prenait vraiment en privé. Non. Ah, il les prenait en privé. C'était une reconnaissance privée de ses talents. Hein. Voilà. Moi, je trouve qu'il aurait mérité quand même, ou d'avoir une plaque sur son mur, un truc comme ça, hein, en commémoration. Voilà. Il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de nom de rue. Mais il y a ce vitrail qui a fait renaître son histoire. Il trône désormais dans le musée de la piscine à Roubaix,
Marie-Lise et sa fille sont venues assister à son inauguration. Une manière de se reconnecter à leur propre histoire. Après avoir posé ses valises à Roubaix, il est devenu boxeur. Il remporta de nombreux combats. Moi j'ai dit à votre papa, il y avait une élégance. Toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Et quand il marchait. Hein, une démarche féline. Ouais. Il marchait vraiment. C'est pour ça quand je vous ai vu, j'ai dit oh ça doit être sa fille. Vous voyez hein. Et j'ai demandé à monsieur, il m'a dit oui c'est elle. Mais madame a vu qu'après le décès de Mamadou, comment ses affaires ont été jetées à la benne. Et donc ce vitrail est... C'est un miraculé. J'ai dit c'est bête que je ne l'ai pas vu parce que j'aurais été le chercher dans la benne. La manière qu'ils ont tout jeté, c'est vraiment un miraculé ce vitrail. Parce qu'ils ont jeté comme ça après la benne. Quel regard tu portes sur notre père maintenant que tu connais plus ou moins l'histoire? Ouais. Écoute, c'est quand même... Enfin, au premier abord, c'est quelqu'un de remarquable. D'arriver... Enfin, je pense qu'il est parti très jeune de son pays, vers 14 ans. Il a fait le tour du monde sur un bateau en tant que mousse. Puis il arrive en France dans les années 30. Il n'y avait pas d'Africains. Et tu vois, moi, je me dis, il y a le fil de sa vie, au début, quand il est arrivé à Roubaix, seul. Qu'est-ce qu'il a dû construire? Comment ça a été dur aussi pour lui? Alors, je ne lui donne pas d'excuses et j'essaye de voir, de me mettre à sa place. Et à la fin de sa vie, qui sait s'il n'a pas pensé à nous dans ces derniers jours? On ne sait pas. Donc, il n'a pas pensé non plus à nos mères qui ont dû se battre pour élever À l'époque, on était quand même, toi, dans les années 50, moi, dans les années 60, où être mère célibataire, c'était la honte. Je te fais remarquer, tu oublies quand même ça, parce que... Enfin, voilà. Et mère célibataire avec un enfant métis. Je comprends tout ce que tu dis, hein, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais je comprends aussi ce côté image, de se faire une image quelque part pour survivre. C'est de la survie parfois. Et il faut y aller, quoi. Dans le Roubaix d'aujourd'hui, l'histoire de Mamadou avait disparu, comme la plupart des souvenirs des grandes heures de la ville. Aujourd'hui, on parle d'une pièce de théâtre, d'un film sur Mamadou, d'une fresque ou d'une rue à son nom dans la ville. Il faut faire une grande forme pour le blason qui est en haut à droite, là. On est sur ce qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire que ça va pas ressembler exactement, mais c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre et de provoquer une émotion. C'est beau, Mamadou. Parfait. Où est le verre kaki? Les enfants du centre social de son quartier se sont lancés dans une enquête pour reconstruire son parcours. Un parcours qui ressemble au leur et à celui de leur famille. Le parcours d'un immigré dont l'image finira sur un vitrail.